Bonjour à tous, je suis Margot Pasquet du WorkLab et dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 choses à faire pour être sûr que des suites seront données à votre atelier. Quelle frustration, n'est-ce pas, quand on met tout notre cœur de facilitateur à l'ouvrage, qu'on anime un beau temps collaboratif, qu'on sent cette belle émulsion du groupe qui nous remplit de joie pour finalement que rien ne se passe à la fin et que toute cette énergie retombe comme un gâteau pas assez cuit. Alors comment faire pour éviter ça? Comment faire pour ce qui a été produit et vécu en atelier donne des suites concrètes et efficaces? C'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors tout d'abord, on vous conseille de prendre du temps pour cadrer les objectifs et le terrain de jeu de votre atelier. Tout se joue en fait dès la préparation. Beaucoup d'ateliers, beaucoup de temps de co-construction en fait n'aboutissent à rien, souvent parce que le terrain de jeu n'a pas été bien défini en amont avec le sponsor. On ne sait pas forcément concrètement à quoi on va aboutir, on ne sait pas ce qu'on va vraiment faire. En fait, la suite de l'atelier n'a pas été pensée. Alors, l'idéal serait en fait de penser et construire dès la préparation d'un temps collaboratif le tapis rouge, prêt à se saisir des idées émises et à les faire accoucher sur le terrain. Et en fait, bien souvent, il n'y a aucun tapis rouge dressé. Alors, pour vous aider à questionner et challenger au mieux votre sponsor sur ses suites à donner et sur le terrain de jeu, on vous propose un outil qu'on aime particulièrement au WorkLab, qu'on a appelé le topo. Alors le topo se compose, c'est très simple, de 2 parties. Une partie de gauche qui se compose de toutes les questions à poser à votre sponsor pour cadrer au mieux l'atelier et le terrain de jeu, et une partie de droite pour construire, du coup en conséquence, le déroulé de votre atelier. Les questions sont réparties en plusieurs catégories et vous permettront de saisir au mieux les enjeux de l'atelier animé, les objectifs et les livrables attendus, les caractéristiques du public, la configuration de l'espace, les entrants ou bien les séquences, les passages obligés. Les 2 catégories qui me semblent particulièrement importantes pour définir un terrain de jeu sont celles dédiées aux objectifs et aux livrables, et ça vous aidera au mieux vraiment à poser toutes les questions utiles et puissantes pour challenger votre client. Par exemple, des questions puissantes comme quelle suite donner à l'atelier, quel livrable attendu, jusqu'où peuvent aller les participants et où ils ne peuvent pas aller. De cette manière-là, vous allez pouvoir définir le plus précisément possible le terrain de jeu qui sera donné aux participants. Et plus les objectifs et le terrain de jeu seront précis, plus vous pouvez être sûr que des suites concrètes seront données à l'atelier. Alors, autre astuce pour s'assurer que des suites sont données, c'est de constituer une équipe projet dès le démarrage, dès la préparation. Alors, pour déterminer le casting de cette équipe projet, vous pouvez tout simplement poser la question à votre sponsor, par exemple, est-ce que les décisions qui seront prises durant le temps collaboratif dépendent uniquement de vous, sponsor, ou d'autres personnes sont-elles aussi concernées? De cette façon, vous travaillez dès le démarrage avec les bonnes personnes et vous favorisez l'adhésion aux enjeux de votre temps collaboratif. Alors, il peut être dans ce cas-là intéressant, par exemple, de travailler avec des porteurs de projets dédiés qui pourront donc être présents à l'atelier et travailler la matière produite à l'issue de l'atelier. Idéalement, des personnes dont les missions déjà actuelles incluent la mise en œuvre de ce qui sortira de l'atelier. De cette manière-là, vous avez des personnes qui n'attendent qu'une chose, c'est de recevoir ce qui sera produit et qui ont pleinement le temps pour le faire puisque ça fait partie de leur mission. Ce dernier point que je vous explique, ça met en lumière l'importance de pouvoir allouer tous les moyens nécessaires pour reprendre ce qui sortira de vos ateliers, d'avoir le temps notamment suffisant de le faire. Et ça, c'est en fait à cadrer dès la phase de préparation de vos temps collaboratifs. Et pour moi, il incombe aux facilitateurs de challenger cette équipe projet et de les alerter sur l'importance de penser tous les moyens nécessaires pour déployer ce qui sera produit lors des ateliers. Autre point essentiel pour s'assurer que des suites seront données à votre atelier, c'est d'atterrir avec les participants sur des choses concrètes à la fin de votre temps collaboratif. On vous propose par exemple d'utiliser ces fiches actions, ces fiches idées qui permettent de concrétiser efficacement vos idées et de les faire passer d'un stade brouillon, abstrait, pas très détaillé en mode post-it par exemple, à un début de plan d'action. Et plus vous allez passer de temps avec les participants sur la concrétisation de ces idées, plus ils seront en mesure de se projeter sur l'après-atelier et d'aboutir à des idées facilement implémentables. Alors je termine cette vidéo par la 4e astuce qui me semble bien utile pour vraiment s'assurer que des suites seront données à l'atelier. C'est de dédier un temps suffisant pour structurer collectivement les plans d'action. Pareil, plus vous allez passer du temps sur l'élaboration de votre plan d'action, plus les participants de l'atelier seront rassurés, motivés pour mettre en place les suites de l'atelier. Alors il est vrai que ce temps est en fait rarement pris dans les ateliers. Souvent, par exemple, on se contente de prioriser des idées, voire de les concrétiser en fiche action, mais on ne profite pas du temps collaboratif pour construire ensemble le plan d'action. Alors dans cette slide, on vous présente des indications temporelles pour savoir à peu près combien de temps, idéalement bien sûr, dédié à la structuration d'un plan d'action.
au cours d'un processus classique de co-construction. Donc on vous recommande d'y consacrer à peu près un quart du temps global. Par exemple, si vous menez un processus de co-construction sur une journée collaborative, mettons de 8 heures, alors ça représente 2 heures du temps passé à structurer et solidifier le plan d'action. Passer du temps sur la solidification de son plan d'action, ça permet vraiment de le rendre plus solide et réaliste le plus possible. Une question que j'aime bien poser à ce moment-là aux participants pour vraiment structurer et challenger le plan d'action, c'est une fois qu'ils ont fait un premier jet, voilà, premier jet de plan d'action, c'est de leur demander, ok, c'est intéressant, s'il y avait un ou plusieurs endroits dans votre plan d'action où ça pouvait péter, ne pas marcher, ça serait où? Par exemple en termes de charge de travail, de délai, de coûts, de parties prenantes embarquées. Est-ce qu'on a bien pensé à tout? Est-ce qu'on a bien tout anticipé? En général, on n'a pas tout anticipé dès le premier tour, et souvent le premier jet n'est pas le plus réaliste en fait. Avec cette question-là, les participants y répondent et du coup retravaillent le plan d'action de manière itérative. Et ça peut être fait autant de fois jusqu'à ce qu'il leur paraisse assez solide, assez facilement implémentable sur le terrain à l'issue du temps collaboratif. Voici donc les 4 astuces qui nous semblent utiles pour s'assurer le plus possible que des suites concrètes sont données à l'issue d'un atelier, d'un temps collaboratif. À savoir cadrer efficacement en amont, dès la préparation, le terrain de jeu, les objectifs, les suites à donner, constituer une équipe projet dès le cadrage, faire atterrir vos ateliers sur des idées concrètes avec des fiches idées et dédier le temps nécessaire qu'il faut pour solidifier le plan d'action et notamment également de manière itérative. Voilà, en espérant donc que ces quelques conseils vous soient utiles dans vos prochaines animations. À bientôt!